Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours. Un tout petit préambule, je m'aperçois qu'il est numéroté 2, qu'il était précédemment numéroté 3 et qu'il y a eu un petit décalage entre ce qui vous était annoncé et, je pense, les numéros d'entrée de certains cours. Tout ça pour dire que, effectivement, c'est l'avant-dernier cours, le dernier étant la semaine prochaine. Alors, ce cours A32, comme je vous le disais la semaine dernière, c'est un cours de théorie. Et cette idée de théorie, c'est un petit peu comme si on définissait la philosophie comme penser la pensée. C'est-à-dire, on pense tous les jours, mais comment pense-t-on? Que pense-t-on? Quoi pense-t-on? Ben, on commence à penser la pensée. Ça pourrait être une manière de parler, de définir la philosophie. On pourrait dire qu'en théorie de l'architecture, ça pourrait être concevoir la conception. Pour être un des moyens de penser la manière qu'on a de penser le projet, de le concevoir. Donc c'est ça qui nous intéresse dans ce cours de théorie et d'analyse de l'architecture. Donc chaque séance de ce cours, qui s'appelle les environnements habités, vise à vous dresser donc un environnement, les idées qui peuvent aller avec, les imaginaires qui peuvent aller avec, comment ils se positionnent par un milieu, mais c'est surtout d'être dans les différences à chaque fois. C'est de vous montrer qu'il y a plein de manières de penser, elles sont liées effectivement à une époque, à un contexte, à un environnement natif, et puis il y a un positionnement par rapport à cet environnement natif. Et donc c'est ce que essaie de montrer chacun de ces cours en montrant comment les manières de concevoir et de penser se développent par rapport à ces environnements natifs pour en proposer un autre ou un adapté. C'est le sujet, je dirais, un petit peu pour votre A32, c'est réussir à faire un petit document, donc A4 recto verso, qui parle dans le champ de la théorie. Donc, un peu comme c'est fait dans ce cours, un peu comme c'est fait dans les livres que vous pouvez lire. Et pour exemple, on peut prendre par exemple le titre de chacun des cours. Donc, c'est un titre où je mets, on va dire, 4 éléments à chaque fois. Il y en a un, ici, le monde des machines, qui décrit finalement l'esprit de l'environnement qu'on va étudier, l'esprit de l'environnement imaginé qu'on va étudier, celui d'une époque. Là, en l'occurrence, il y a deux auteurs, Le Corbusier et Louis Kahn. Donc, il y a toujours un sujet d'auteurs qui ont fabriqué des architectures ou qui ont fabriqué des discours sur l'architecture, ou les deux. Il y a un sujet ensuite là, qui est la forme, qui se décline à chaque cours et qui est pour le coup un élément propre des éléments d'architecture en termes de conception, de dessin. Donc comment est-ce qu'on pense la forme, par exemple, là, on pourrait se dire dans ce cours. Et puis après, il y a une dernière question qui est une question plus générale, presque de philosophie du métier, philosophie de la discipline. Ici, comment l'architecture se révolutionne. Donc, ce cours va justement se concentrer sur ces 4 éléments. Et on commence, comme d'habitude, par une référence, un livre de référence, à savoir ici Vers une architecture de Le Corbusier. Et donc, c'est un livre de révolution, si on peut dire. Donc, c'est un livre assez spécial de par son écriture. Il est écrit un petit peu comme dans l'esprit d'un manifeste, comme il pouvait y en avoir au début du siècle. On pense bien sûr au manifeste communiste, mais il y avait ce ton et ce type de langage qui était très développé à la fin du 19e siècle, qui s'est poursuivi après, qui est le manifeste. Donc, un discours à la fois très ambitieux, un peu utopique, mais en même temps très concret, avec des espèces d'injonctions, un ton très dynamique, très énergique. Et ce type d'écriture est lui-même très surprenant dans le milieu de l'écriture architecturale. Après, il y a donc ce livre et cette couverture
où effectivement, vers une architecture, donc ça annonce le programme, hein. On sait pas, on n'affirme pas encore quelque chose, mais on y va, inventer une nouvelle architecture. Et puis on a une photo qui n'est pas une photo d'architecture, puisqu'on a la photo d'un pont de bateau. Donc un pont de bateau de l'époque, en métal. Voilà le programme qui est édicté vers une architecture. Et dès qu'on rentre dedans, eh bien, voilà, on a les éléments qui se mettent en regard, donc les machines en face des bâtiments. Et comment ces nouveaux objets que sont les machines pourraient faire reconsidérer ou changer le mode de conception et la forme des projets d'architecture. Tout est dit dans ce qui est écrit là. En gros, Le Corbusier commence par dire aux autres architectes, aux lecteurs, qu'ils ne voient pas ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des nouveaux habitants de la Terre, si on peut dire, qui sont les machines fabriquées par les humains qui envahissent notre univers. Des machines de plus en plus grosses, à l'image de ce paquebot qui était un paquebot transatlantique. Et ce sont ces objets qui sont en train de changer le monde. Et donc, l'injonction ou l'interpellation plutôt faite par Le Corbusier à ses lecteurs et aux autres architectes, c'est de leur dire qu'ils ne voient pas ce qui se passe devant leurs yeux. Et pourtant, c'est de ça dont il faut s'inspirer à présent. Alors, dans quel environnement natif va émerger cette nouvelle pensée, cette nouvelle théorie architecturale? C'est la cité industrielle. Alors là, vous voyez une photo de la Chaux-de-Fonds, qui est une ville suisse dans la région, vers le Jura, dans le canton de Neuchâtel. Et effectivement, c'est pour le coup vraiment un environnement natif, puisque c'est la ville où est né Le Corbusier. Et vous voyez, cette ville, elle a une forme très particulière, puisque les maisons sont toutes alignées. Et ces maisons sont alignées parce que cette ville a été détruite par un incendie à la toute fin du XVIIIe siècle et a été reconstruite dans une espèce de logique rationnelle, inspirée, on va dire, de la Renaissance et des Lumières. Donc, plus un plan hérité on va dire, du village ou du village du Moyen Âge, si on peut dire, mais plutôt un nouveau plan rationnel, efficace. Dans cette ville, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est une ville où les paysans se sont mis à fabriquer des choses. C'est aussi l'intérêt d'avoir mis ces maisons en long, c'est qu'on peut faire circuler les objets qu'on est en train de fabriquer, à savoir notamment de l'horlogerie. Et au début, ce sont des objets fabriqués plutôt par des paysans qui se mettent aussi à faire de l'horlogerie. Et donc, cette ville est toujours une grande ville d'horlogerie suisse. Même si une partie est fabriquée ailleurs, il y a toujours de la fabrication suisse de montres là-bas. Et donc, c'est une ville, en fait, très marquée par ce renouveau et par son aspect industriel. Dans cette ville sont nés, certes, Le Corbusier, mais aussi, par exemple, Chevrolet, qui est allé faire aux États-Unis la marque de voiture Chevrolet. Comme quoi, il y a un fort marquage industriel dans cette ville. Alors, ce qui arrive aussi, en termes d'atmosphère, d'ambiance, c'est une nouvelle considération de l'environnement et de la santé. Début du siècle, on commence à donc découvrir des nouveaux êtres sur la planète, les bactéries, les microbes, etc. Et puis des manières de les combattre, puisqu'il arrive les antibiotiques. En gros, la relation à notre environnement a changé. Notre environnement, pour le coup, devient une atmosphère dans laquelle il y a des éléments. Et puis, on construit donc des bâtiments de ce type sanatorium, qui est un bâtiment de santé, un bâtiment pour guérir. Donc, l'architecture n'est plus seulement habitable, ça devient un outil finalement fonctionnel qui a un effet avéré sur la santé. Et donc, dans cet environnement, que se passe-t-il? Cet environnement, comme depuis un moment, il est quand même marqué par une sorte d'accélération, cette accélération du début du XXe siècle, avec l'apparition de ces nouveaux engins, de ces nouveaux appareils, et notamment les avions qui plaisaient beaucoup, comme les paquebots à Le Corbusier, qui sont ces appareils extraordinaires qui permettent de vivre autrement sur la planète, de cet humain qui est donc un être
qui vit par le déplacement, hein, comme beaucoup d'autres mammifères. On va chercher à manger, on va chasser, on transporte les choses, bon, contrairement par exemple à d'autres êtres vivants, hein, qui ne se déplacent pas ou qui se déplacent dans d'autres êtres, ou qui ne se déplacent pas, par exemple les plantes, enfin elles bougent, hein, elles ne se déplacent pas vraiment, par contre elles essaiment. Nous, on est des animaux du mouvement, déplacement de notre corps, et on a inventé des appareils pour accroître cette compétence. Et ça change tout dans les relations, et donc dans les interactions, et dans l'ambiance de l'époque. Côté architecture, voilà où on en est. Un exemple donc d'un architecte renommé de l'époque, Grand Prix de Rome, a priori, donc très haute distinction. On en est toujours dans cette architecture nouvelle de la Renaissance, où on est allé rechercher les éléments de l'architecture grecque, un petit peu avec un petit peu d'éléments romains, mais essentiellement grecs. Ce renouveau de la raison, ou tout du moins inventé comme cela après le Moyen-Âge, puisque si on compare ça, par exemple, qu'on voit à la technique d'une cathédrale, bien sûr, la cathédrale est largement plus technique qu'un temple grec. Toujours est-il que l'architecture de la raison devient l'architecture de composition grecque. Et c'est donc l'architecture du moment, c'est l'architecture académique de l'époque. Mais de l'autre côté, il y a ce genre d'objets qui peuvent apparaître. Alors, je n'ai pas la date exacte, mais c'est plus pour vous montrer l'idée. Les ingénieurs, ils conçoivent des bâtiments fonctionnels, mais qui sont des bâtiments finalement d'une esthétique nouvelle pour abriter, par exemple, des engins nouveaux. Et donc, on a de nouvelles formes qui arrivent et qui ne sont pas forcément celles des architectes, mais celles des ingénieurs. Et ça, c'est un vrai sujet pour Le Corbusier. Culturellement, l'ambition va être comme le fait l'avant-garde en peinture, par exemple là, un exemple de peinture d'une nature morte de Juan Gris, c'est une nouvelle vision du monde, un espèce de mélange de réalité et d'abstraction, d'abstraction de plus en plus présente, de possibilité de transformer ce qu'il y a autour de soi. On n'est plus à représenter ce qu'on voyait, on est à inventer à partir de ce qu'on voit. Et donc là, c'est un thème classique, nature morte, mais qui est redessiné à la manière donc cubiste, vous l'avez reconnu, où les formes sont décalées, recomposées, l'espace n'en est plus un, des éléments sont frontaux, d'autres éléments sont une sorte de perspective, d'autres en axonométrie, et puis on amène des éléments de l'histoire de l'art, nature morte, avec des éléments du quotidien. Tout ça pour signifier cette sensation de transformation profonde du monde. Et donc voilà le genre d'architecture qui vont naître de ce changement en théorie, c'est bien sûr l'architecture moderne, le modernisme. Cette architecture géométrique, plus abstraite, plus fonctionnelle, qui va se diffuser dans tous les pays du monde, à commencer par les plus prospères, si on peut dire. Et donc cette architecture un peu de machine, donc on en a mis quelques-uns, mais effectivement, ce n'est pas un mouvement exceptionnel, puisque c'est devenu, pendant un temps, la nouvelle manière dominante de faire de l'architecture après l'architecture classique héritée, on va dire, du 19e siècle. Donc c'est une architecture qui amène la géométrie, qui amène l'abstraction, qui enlève l'ornementation, qui enlève en partie les ordres. Donc, pause. Alors, quel monde imaginer? D'un coup, il y a tout un monde à imaginer. Tout peut être réinventé à partir du moment où on pense l'architecture complètement différemment et on l'imagine à la fois comme une machine au bon sens du terme, c'est-à-dire un objet qui nous permet de faire des choses incroyables, et en même temps, là-dedans, dans toutes ces possibilités, un nouvel idéal ou un prolongement de l'idéal de l'humanité apparaît, ainsi qu'un rapport au monde différent,
et qui nous ouvre des possibilités poétiques de ces fonctions et de cette architecture moderne. Donc, toujours pour montrer un peu cette idée du modernisme, du monde moderniste, pour ne pas dire moderne, puisque l'époque moderne, c'est ce qui arriverait en histoire avec, on va dire, la Renaissance, la modernité, voilà. Alors que le modernisme comme style arrive bien après. Donc effectivement, ce mot de style est important, puisque le style, c'est la manière dont on va solutionner tous les questionnements architecturaux. C'est ça, avoir du style. Ce serait la même chose vestimentairement. C'est comment est-ce que, au moment d'arranger la matière, arranger les éléments qu'on choisit, on le fait dans un certain mouvement cohérent, et c'est ça qui donne le style. Le style moderniste en l'occurrence, et voilà ce que peut imaginer Le Corbusier pour une nouvelle ville de 3 millions d'habitants, un nouveau mode d'habiter dans les très grandes constructions, l'importance donnée au sol, l'importance des éléments de circulation, puisque là on voit des voitures, on imagine un hélicoptère au milieu de cette place, et puis la végétation qui est là en partie autour. Et donc ça va être tout le combat du modernisme, et en l'occurrence de Le Corbusier et de son travail donc de propagande, hein, où il utilise des méthodes à la fois publicitaires, un petit peu scandaleuses, politiques, idéologiques, pour faire cette révolution architecturale. Donc des croquis, en haut, un croquis donc, de Paris, hein, on va reconnaître le Sacré-Cœur, donc a priori Napoléon III, en haut, à gauche l'Arc de Triomphe, Napoléon Ier, à droite Notre-Dame, donc le Moyen-Âge et Viollet-le-Duc, et Haussmann quelque part, toujours, le Panthéon, et la Tour Eiffel. Et là, il dit, si je rajoute mon idée de ville de 3 millions d'habitants, ou en l'occurrence pour Paris, ça s'appelait le plan voisin, alors là, toute l'Académie se révulse et dit non à cette nouveauté, donc dit non à la révolution. C'est ça que met en scène Le Corbusier. Donc ça, ce sont les aspects, on va dire, politico-théoriques et idéologiques. Qu'en est-il de l'aspect, à proprement parler, architectural? Alors, un petit projet au bord du lac Léman, donc la villa pour les parents de Le Corbusier, de ses premiers projets, ce qui arrive souvent pour les architectes, faire un premier projet pour un proche de la famille. Et donc, cette petite maison, dans les années 20, au bord du lac, maison très simple, toute petite, mais une maison dont le permis de construire a été compliqué à obtenir, puisque cet objet était totalement dissonant avec son environnement, fait plutôt d'habitat traditionnel, comme on peut le voir derrière, de maison à 2 pans, assez fortement inclinée, puisqu'il peut neiger. Et cette maison qui arrive là, au milieu, blanche, horizontale, sans toiture, avec une seule fenêtre. Petite maison très étrange. Alors, comment est-ce que cette maison est mise au point? Eh bien, cette maison, un des éléments forts du début, de départ, c'est de mettre de côté la composition classique, qui est plutôt ce qu'on hérite de l'enseignement architectural des beaux-arts, où on apprend à composer des plans à l'époque, c'est-à-dire avec des ordres, avec des symétries, avec des hiérarchies. Là, le Corbusier se débarrasse de tout ça, quelque part, et essaye de réfléchir purement pratiquement, si on peut dire. Donc, on arrive dans ce bâtiment au milieu, quasiment au milieu. Puis là, on a 2 choix, la partie plutôt intime, si on peut dire, et puis la partie plutôt privée, enfin, ou de séjour. Et un plan très très simple. Voilà, il y a une espèce de cloisonnement central. Il y a bien sûr là des portes qui ne sont pas signifiées, mais on peut faire le tour de cet élément central. Et puis là, on aura donc
la chambre, la cuisine, le séjour. En couple, on découvre une espèce de nouveau mode de toiture pour une maison, hein, qui est là même un petit peu inversé puisqu'on a des éléments de pente vers l'intérieur, mais qui est cette toiture plate, cette toiture terrasse. Et à l'intérieur, voilà cette maison avec quelque part une seule fenêtre sur le paysage, cette fenêtre horizontale, ce cloisonnement ouvert, donc là-bas derrière, on aurait l'entrée. Donc cette petite maison pour les parents de Le Corbusier, qui fait scandale localement. Alors elle fait scandale parce qu'effectivement, on ne reconnaît pas ces formes pour l'habitat. Là où on avait des formes traditionnelles héritées, là toutes les formes sont remises en cause. Et donc, autre projet du début de la carrière de Le Corbusier, la villa aux enfants, donc aux enfants étant un peintre avec qui a travaillé pas mal Le Corbusier au début, notamment justement dans des recherches de positionnement nouveaux, de positionnement théorique, si on peut dire. Et donc, c'est une maison atelier d'artistes, et vous voyez bien que c'est une maison qui ne respecterait aucun code de la composition classique, puisque on a une façade non symétrique, sans ordre véritable, des grandes fenêtres, des petites fenêtres, des horizontales, des verticales. Et donc voilà ce bâtiment qui reprend aussi un élément étrange. Il a un toit industriel pour une maison, c'est un peu bizarre. En même temps, c'est un atelier, ce qui se comprend tout à fait. Donc pour avoir une lumière de bonne qualité assez diffuse, on utilise le dispositif des sheds. Et on a cette maison avec donc, cet atelier là-haut qui montre finalement sa singularité et sa fonction. Il ne cherche pas à être un atelier qui serait absorbé derrière une composition plus traditionnelle, mais au contraire, cette maison prend son caractère de l'expression de ses fonctions. À l'intérieur de cet atelier, on voit cette envie et cette idée d'abstraction, puisqu'on a une espèce de cube de lumière là qui se fabrique, qu'on peut imaginer là et presque finir. On a ces trames qui se répondent d'une baie vitrée à l'autre, et on a comme ça ce cube abstrait, lumineux, qui constitue l'espace principal de cette maison. Alors voilà, ce qui arrive aussi, c'est ce terme d'espace. Ce mot d'espace devient une nouvelle matière. Donc, il est travaillé comme une sorte de sculpture globale, si on peut dire, ou une sculpture inversée, puisque c'est par le vide que se crée l'espace. Donc toujours un des projets au début de la carrière de Le Corbusier. Alors, dans ses nouveaux travaux, puisqu'il a commencé ses tout premiers projets, étaient plutôt des projets beaucoup plus classiques. Mais comme on ne fait pas l'histoire de Le Corbusier, mais qu'on fait les idées, j'ai passé cet élément. Et donc, cette maison qui, elle, affiche ces espèces de fonctions et chaque fonction génère un espace. Donc, on a l'entrée sous un auvent. Sur ce auvent, un potentiel balcon. À gauche, là, on ne le voit pas très bien sur cette image qu'on a trouvée, mais la partie de gauche de ce vitrage vertical, c'est un escalier. Donc, l'escalier a un volume extérieur à la maison qui est mise en scène. Les portes de garage s'affichent franchement. On a cet élément de sorte de beau window qui dépasse. Et chacun, finalement, annonce un type d'espace spécifique. Donc, si on rentre dans la maison, on a tout de suite cet escalier, comme bien souvent un mur en face de l'entrée. Ça, c'est très souvent chez Le Corbusier. Donc, on arrive dans cette maison. En bas, on a les éléments fonctionnels. Et donc, c'est une maison où on ne vit pas au sol. Ça aussi, c'est un élément assez surprenant, assez différent d'habitude. On vit au premier étage. On retrouve la cuisine, salle à manger, séjour, bureau. Et puis ces éléments qui prennent chacun une forme, c'est-à-dire qu'on voit se dégager la cuisine, on voit se dégager, donc je vous l'avais dit, cet escalier. Et puis c'est à l'étage qu'apparaissent des éléments nouveaux,
esthétiquement, plastiquement, spatialement, qui sont bien montrés dans ce petit croquis à gauche, et ben, c'est cette idée de l'espace, de cette espèce de fluidité et des éléments architecturaux qui viennent s'installer au milieu du vide. Là où avant, un habitat classique, on a un corridor, un vestibule, des pièces. Là, le rapport est inversé. On le voit bien dans le plan, avec cette envie, finalement, d'un espace continu. Ça se voit avec ce genre de petits détails là, où effectivement, ben, ces arrondis viennent rendre l'espace mouvant. Donc là, on est à l'étage des chambres. Donc, nouveaux matériaux aussi. Donc, nouvelle façade, nouveaux matériaux, nouveau type de plan, façade géométrique. Et donc ça, c'est un grand sujet. Donc à la fois, c'est nouveau, mais à la fois, c'est une révision de ce qu'il y avait avant. Et donc, avant, on composait de manière héritée avec des travails autour des jeux de proportions, reprises ou réinterprétés de l'archéologie et des éléments essentiellement, en tout cas dans l'idée, des temples grecs. Et on avait donc aux Beaux-Arts un apprentissage des proportions pour produire du beau Beaux-Arts. Donc Le Corbusier, lui, il veut réinventer en fait une manière de composer, et donc une manière de composer où il trouve lui aussi ses proportions, montrant que il a bien quelque part appris sa leçon, mais c'est juste qu'il l'a réinterprété. Donc voilà le genre d'éléments que mettait en scène Le Corbusier. Tout ça participe aussi de ce travail, je dirais, pédagogique lancé par Le Corbusier, ce travail de communication pour faire changer l'architecture. Il explique tout un tas de manières de faire cette nouvelle architecture. Il l'imagine non pas seulement comme son architecture, mais il l'imagine bien comme une nouvelle règle pour faire de l'architecture. Et donc là-dedans, il y a une espèce de géométrie très forte, une espèce de mécanique géométrique qu'il appellera lui tracé régulateur, qui lui permettent, est-ce vrai et dans quel ordre ça se fait, de composer ces façades. Donc là, Villa Stein, en banlieue de Paris, une grande villa pour de riches clients, où apparaissent ces éléments nouveaux de conception et puis les nouvelles expressions de plan, où on voit notamment ces courbes et cette espèce de liberté qui arrive dans le plan, dans ce projet. Donc c'est un projet, comme d'habitude, où on vit plutôt à l'étage et où on arrive donc au rez-de-chaussée et puis on monte à l'étage où on est accueilli par une terrasse et les espaces de vie, puis en haut, partie les chambres et les autres chambres en bas. Et tout ça se réunit dans un élément assez fort où tout s'imbrique, qui est finalement cette idée de machine à habiter. Chose un petit peu choquante pour nous, pour d'autres à l'époque, cette idée que habiter, ça peut être transformé en machine. Donc, c'est même réducteur, voire angoissant de se dire qu'on peut habiter dans une machine ou faire des machines à habiter. Donc, ce bâtiment que vous connaissez sûrement, que vous avez déjà dû voir plusieurs fois, si ce n'est visité, vu qu'il n'est pas très loin, c'est la Villa Savoie, donc une nouvelle fois pour de fortunés clients, qui est composé de 3 éléments, comme le socle, la colonne et le chapiteau. Et donc, cette maison a quelque part 4 façades identiques, avec cette grande fenêtre horizontale, puis les éléments dessous de pilotis, et au-dessus, les éléments un peu sculpturaux. Donc, si on fait le tour de cette maison pour voir comment est mise en scène une architecture de la machine, ou une architecture comme machine à habiter, on a un premier plan de rez-de-chaussée dont la forme est adaptée à la machine qui vient le desservir. Donc l'idée, c'était d'arriver en voiture sous la maison et puis de venir garer les voitures dans le garage qu'on retrouve ici. Au rez-de-chaussée, on retrouve le logement des domestiques
et puis des logements de chambres d'amis, si on peut dire. Un très grand hall, et puis un élément très surprenant, pas du tout logique dans une maison, une grande rampe. Donc une rampe, c'est plutôt l'élément industriel, notamment pour tous ces nouveaux véhicules. La rampe, c'est ce qu'il peut y avoir dans un parking, c'est ce qu'il peut y avoir dans une usine. Donc pour visualiser l'arrivée au parking, avec la porte là qui peut s'ouvrir, et puis à l'intérieur, eh ben, cette architecture d'une nouvelle spatialité, cette architecture pensée comme une machine, où effectivement, là, on pourrait se penser un peu dans une usine où on aurait des pistons, différents outils. On voit par exemple la mise en scène d'un lavabo, ces poteaux qui sont aussi adaptés à chacune de leurs positions, hein, spatialement. On a un poteau carré pour tenir l'espace droit, on a un poteau rond pour le faire circuler, puis on a un escalier à droite et à gauche cette fameuse rampe. On monte à l'étage et c'est toujours au premier étage que l'on vit, chez Le Corbusier. Donc on monte à l'étage soit par la rampe, soit par l'escalier. Concrètement, l'escalier, ça fonctionne mieux que la rampe. La rampe, c'est un peu long. Donc c'est surtout par l'escalier. Et puis là, on retrouve chaque pièce qui est adaptée et qui est caractérisée par sa fonction dans l'ensemble de l'élément qui pourrait être une machine à habiter. Donc on a en bas le séjour, la cuisine, qu'on va voir juste après, un élément extérieur, ce grand hall, et puis la mise en scène, par exemple, d'éléments techniques, comme on voit cette baignoire qui dépasse sur sa cloison et qui prend ses formes, qui donne forme à la cloison. Et on voit que chaque pièce a finalement pris sa forme, si on peut dire. Il n'y a pas de grande régulation, il n'y a pas de plan dominateur, il n'y a pas d'équivalence de tous les espaces. Finalement, ils ont tous une certaine liberté dans l'ensemble pour être le mieux adaptés à leurs usages et spatialement. Donc on est dans cette cuisine, et cette cuisine, photo bien sûr mise en scène, hein, puisque vous voyez sur la table ce pain et cette cafetière qui ne sont pas anodins, qui sont pensés comme une nature morte, hein, et tout à l'heure le tableau cubiste. Donc cette nature mise en scène d'un nouvel intérieur, et puis cette table qui est directement inspirée des paillasses de laboratoire. La cuisine est un lieu de fabrication, de transformation, un lieu d'expérience, c'est un laboratoire dans la maison. Donc, la cuisine n'est plus l'élément traditionnel qui était dédié à la cuisinière, généralement, ou qui était mis de côté, un peu exigu. Non, ça devient un vrai lieu d'expression, limite de vie, un lieu très important de fabrication du repas. Là, c'est une vue depuis, on va dire, la chambre vers la salle de bain. Donc pareil, là, la salle de bain prend une forme spécifique à ses fonctions. Donc à la fois baignoire, à la fois donc, cette espèce de canapé de céramique. Là, pareil, la salle de bain n'est plus un petit élément ou un simple lavabo dans un coin. Non, c'est un élément qui prend toute son ampleur, qui prend une forme, qui devient une pièce et qui participe à la manière d'habiter. Donc, vue du séjour sur cet ensemble qui est suspendu en l'air, puisque l'espace de vie est au premier étage. Et puis, on voit apparaître ces grandes fenêtres horizontales qui donnent vue sur l'environnement. Et donc, si on monte au dernier étage, là, il y a un élément assez surprenant, puisqu'on peut monter sur le toit, puisque c'est une toiture terrasse, et on retrouve encore des éléments, on va dire, de loisirs, un peu lascifs, qui serait le solarium. Et donc, on a cette terrasse, ce solarium, qui est un lieu, donc, comme il est indiqué, pour prendre le soleil, là, le soleil venant du sud, qui est plutôt à droite,
Alors, quel est l'intérêt et pourquoi avoir fait ça? On pourrait dire 2. Un intérêt, fonctionnel visuel, comme on le voit à gauche, ça permet d'avoir la vue qui se dégage. Plus on est haut sur la maison, plus on peut voir loin. L'autre élément qui semble, un des plus importants aussi, c'est pour un équilibre sculptural de l'ensemble. Et puis, on pourrait dire un troisième aussi, qui est cette annonce et ce lien au soleil, puisque les éléments naturaux, c'est joli ça, les éléments naturels, sont un fond de pensée, et notamment le soleil. Si vous vous rappelez, la chaux de fond, bon, sur le bon versant, hein, la chaux de fond, mais enfin quand même, manquait un peu de soleil. Et donc cette envie de mettre en scène le soleil. Donc cette machine à habiter, euh, elle, euh, elle, euh, elle, ah. Donc après avoir inventé cette machine à habiter, alors c'est pas forcément la ville à Savoie, hein, c'est une des idées énoncées par Le Corbusier, que je reprends et que j'illustre pour faire et comprendre ces idées de conception de la conception. Eh bien, pour révolutionner cette architecture, il faut faire de la quantité. Donc il y a l'idée aussi d'une standardisation et d'une recherche d'économie. Et donc, Le Corbusier va être appelé par un industriel du sud-ouest de la France, M. Fruguès, pour faire un ensemble d'habitats très performants, très simples, très économiques. Et donc, Le Corbusier va développer des maisons très simples, très efficaces, avec un module cubique. Donc, on retrouve toujours 3 voire 4 étages, composition assez donc, redondante, une composition de maison de Le Corbusier. Donc, des maisons très très simples en béton, mettant en avant les capacités économiques et techniques de ce béton, donc des maisons associées pour habiter notamment les ouvriers de cet industriel. Donc l'idée est de faire une maison modulaire qui peut donc proposer plein de types d'arrangements. Donc cette fameuse idée qui traîne depuis dans cette conception moderne, qu'on essaye tous à un moment d'interroger, voire de fabriquer, qui est cette maison où on imaginerait une espèce de module interchangeable, cette possibilité d'étendre, de transformer l'habitat. Donc c'est effectivement une proposition qu'a faite et réalisée Le Corbusier autour de, on voit, ces modules qu'on associe pour faire un certain nombre de pièces et qui permettent de faire différentes formes de maisons. À un autre moment, mais voilà, ce qui va avec cette logique de transformation de la manière de faire, cet appel aux industriels qui était sorti pour une exposition donc, du pavillon L'Esprit Nouveau. Là, c'est sur les fenêtres et sur les propositions de Le Corbusier aux industriels d'inventer un nouveau type de fenêtre et notamment de promouvoir la fenêtre coulissante, comme on le voit là en bas, argumentant essentiellement du fait qu'elle ne prend pas de volume, une fenêtre battante, on va dire à la française, donc qui s'ouvre vers l'intérieur, est encombrante dans l'espace intérieur, une fenêtre ouvrant à l'italienne à l'extérieur est fragile, si on peut dire. Donc la fenêtre coulissante, eh bien, c'est l'idée de Le Corbusier, bien sûr, et c'est la meilleure. Il faut aussi dire que les Japonais faisaient ça depuis des centaines d'années, mais bon, voilà les moyens utilisés finalement pour diffuser et transformer les habitudes de faire de l'architecture. Mettre en scène chacun des éléments, leur donner du caractère, les faire réaliser et donc montrer que cette nouvelle manière de faire est possible. Donc on voit là un plan masse de cette cité, on voit bien sûr apparaître ces éléments organisés de différentes manières, essentiellement des espèces de S ou de serpents, des superpositions plus ou moins hautes, des quinconces, puisque tout est pensé de manière modulaire. Donc tous ces éléments sont un peu les éléments initiaux, et puis après, c'est ça que va développer tout au long de sa carrière et de ses recherches Le Corbusier,
et donc produire tout un tas de bâtiments avec des commandes de plus en plus grosses et de plus en plus intéressantes. Voilà. Là, en l'occurrence, un centre d'art à Harvard, si je ne me trompe, un centre d'exposition où on va voir cet aspect quelque part hérité de la machine, mais en même temps sculptural, donc cette forme très présente et cette forme permise par le béton, qui est un matériau sculptable et qui est devenu le matériau de prédilection de Le Corbusier. Là où en face, on pourrait par exemple le mettre en relation avec le métal, l'élément de prédilection de Mies van der Rohe. L'un est charpentier, l'autre est plus on va dire, sculpteur souple, puisque le béton se coule et prend les formes de son moule. On peut donc lui donner plein de formes qui étaient beaucoup plus compliquées à faire avant en pierre, même si on y arrivait. Donc ce Carpenter Center est un bâtiment finalement assez peu connu parce que finalement moins révolutionnaire que d'autres, mais justement il montre très bien cette idée machinique où là on voit les différents constituants. Hein. On pourrait vraiment imaginer un moteur là. Le plan, et donc ces plans très explicites où chaque élément fonctionnel prend une forme. Bon, là, ce qui génère et structure une grande partie du plan, c'est cette rampe centrale qui permet de monter directement au milieu. À gauche et à droite, ces espèces de deux lobes d'oreilles, qui est une forme qu'a beaucoup utilisé Le Corbusier. Et puis ces différents espaces d'exposition autour d'une répartition de poteaux, de trames tout à fait régulière dans les étages inférieurs, les étages supérieurs. L'idée de Le Corbusier là-dedans, c'est de travailler la lumière. Pardon. Et donc cette lumière, je pensais qu'il y avait un autre schéma, excusez-moi, c'est de travailler la lumière, et ça, on le voit à travers tout ce qu'il a mis en place dans ces petites échelles. Ce sont à chaque fois des dispositifs de béton de travail autour de la lumière. Donc les pilotis, la sculpture et la lumière. Et puis, petit clin d'œil au cours du début, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais un bâtiment traversé par une espèce de rue, ça devrait vous rappeler la Kunsthal de Rem Koolhaas, comme la Villa Savoie, les maisons de Rem Koolhaas. Comme quoi, très souvent, on reprend ce qu'ont fait les autres, et puis on les retravaille, on les réinterprète, on les décale, on les réinterroge pour faire avancer ou transformer la théorie ou le mode de conception. Là, en l'occurrence, et c'est pour ça que c'est révolutionnaire, c'est qu'il y a vraiment une cassure par rapport à ce qu'on faisait avant. C'est ce qui fait que, entre autres, Le Corbusier, notamment avec ça, c'est-à-dire la quantité d'ouvrages publiés par Le Corbusier, c'est pour ça que Le Corbusier sort vraiment du lot par rapport à nombre d'autres architectes, certains peut-être aussi talentueux que lui, mais la différence, c'est que Le Corbusier a produit tous les éléments d'une nouvelle doctrine, d'une nouvelle théorie architecturale. Donc on peut le lire, on peut le voir, on peut l'entendre, on voit des exemples, on voit des réalisations, et tout ça est lié dans une idée de révolutionner le monde architectural. Donc ce genre de dispositif, il l'étend à tous les sujets qui touchent. Par exemple, vous le savez, vous avez dû le voir en histoire, mais les architectes modernes ont monté un groupement international pour développer la ville moderniste. Et donc, lors des premières réunions de ces architectes, comment se parler de leur projet? Eh bien, Le Corbusier fait travailler et prépare une espèce de grille d'analyse qui explique comme d'hab. Il y a un mécanisme très simple. Tous les projets viendront avec un seul format par document qui permettront de les afficher dans cette grille d'analyse, et on peut comme ça très vite comparer des projets puisqu'on sait dans quelle grille ils vont être analysés. Là, en l'occurrence, c'est une grille de l'époque du début de Tintin, donc qui sont des architectes qui ont d'abord commencé avec les SIAP, puis après qui ont tracé leur route, et c'est pour montrer cette capacité de filiation des outils on va dire, normatifs ou pédagogiques que met en place Le Corbusier pour diffuser ses idées.
Alors, on en arrive à cet petit élément de synthèse, ce petit exercice, comme il y a à peu près au milieu de chaque cours, même si là, on n'est pas encore au milieu du cours. C'est toujours, dans ses réflexions, Le Corbusier a une capacité à transmettre, à synthétiser, à croquer ses idées assez incroyable. Et donc, au détour de ces ouvrages, on trouve par exemple ce petit dispositif de les 4 formes de composition pour Le Corbusier. Alors l'idée là, c'est que vous pensiez au bâtiment que vous êtes en train d'analyser et que vous essayez de vous dire de quelle catégorie finalement se rapproche-t-il le plus. Donc pour ces 4 catégories, où il a plus ou moins 4 maisons en tête, Le Corbusier donc attaque avec la première qu'il appelle le genre plutôt facile. Donc c'est une maison, donc c'est la maison, je ne me rappelle plus son nom, mais qui est à Paris, dans le 16e arrondissement, où il y a la fondation d'ailleurs. C'est une maison où chaque pièce s'étend et prend sa place. Et donc la forme générale s'adapte essentiellement au site, et puis on développe la maison comme ça. Comme il dit, c'est un genre plutôt facile, pittoresque, mouvementé, où on peut toujours, en travaillant cette sculpture, finalement, la reclasser ou la hiérarchiser. Donc on peut effectivement imaginer comme ça cette espèce de sculpture programmatique ou cette forme programmatique. Le deuxième, c'est l'opposé de cette première forme et qui est quelque part, comme il dit, très difficile puisque c'est celle du volume parfait dans lequel tout a été intégré. Où là, on n'a pas la souplesse de chaque pièce comme avant, puisque chaque forme qu'on va donner va influencer sur la suivante, etc. On est plus dans l'ordre du casse-tête. Et donc, il est plus difficile de faire un volume tenu où tout rentre à l'intérieur et trouve une bonne place, et de le remplir, que de faire le volume pittoresque. Troisième forme, et donc celui-là, comme il l'a qualifié, elle est très facile, parce qu'elle est très pratique, puisqu'on pose une trame de poteau, des planchers, et puis après, on fait du pittoresque dedans comme on veut. Alors l'avantage, c'est qu'on a une espèce de forme extérieure assez identifiable, mais on a assez peu de contraintes. Et donc, c'est une forme plutôt facile. Et puis arrive la dernière, qui est donc, comme il le qualifie, très généreuse, puisqu'on peut affirmer à l'extérieur comme la deuxième une espèce de perfection, et puis se donner des libertés intérieures. Ces trois deuxièmes formes, c'est finalement les formes du cubisme. La première sera plutôt mise de côté, puisque c'est une forme plus pittoresque finalement, qui satisfait moins à l'envie d'une architecture plus abstraite, qui fait partie de l'idée moderniste. L'idée pittoresque, elle, fera une autre branche, plutôt celle qu'on verra au cours suivant. Donc votre projet, il rentre plus ou moins forcément dans une de ces 4 formes, peut-être qu'il en compose 2, etc. Ça pourrait par exemple être un angle d'attaque d'une analyse ou d'une petite critique théorique architecturale, de comparer ce système de classement, par exemple, à votre bâtiment. Et donc là, c'est le petit exercice de vous dire où est-ce qu'est votre bâtiment. Les bâtiments de logement ont un peu envie d'aller vers le K2, même si en fait, ils ont quand même un petit côté K3 généralement. Le 4 est plus destiné à la maison, aux grands équipements, comme le K1, puisqu'il faut un type de programme spécifique. Alors que dans le logement collectif, le but étant d'atteindre une certaine densité, on est plus dans les cas du milieu généralement. Alors, dans ce nouveau, il faut inventer un nouveau vocabulaire. C'est l'idée un peu forte de Le Corbusier, et le promouvoir, et le rappeler, et l'écrire, et le diffuser, et trouver des slogans pour montrer que ce vocabulaire est neuf, révolutionnaire, et que c'est celui que tous les architectes doivent adopter. Donc là, on est devant les fameux 5 points de l'architecture moderne, donc le vocabulaire avec lequel vont pouvoir travailler les architectes
moderne. Des vocabulaires, on en a vu plusieurs. Il pouvait y avoir le vocabulaire des géométries autour des formes classiques. Il peut y avoir le vocabulaire donc, des façades, un peu d'inspiration grecque. Là, c'est un vocabulaire de tout le bâtiment. C'est le vocabulaire finalement de la machine construite, la machine à habiter avec ses éléments. Et donc ces 5 points, ça va être, vous les connaissez sûrement, mais la structure à poteaux, le fameux pilotis de départ, qui l'oppose, on le voit en haut. Une structure à poteaux dégage l'espace et elle permet, avec peu de matière, de porter beaucoup. Là où en face, on voit une construction plus classique, où les murs ont besoin d'être épais, ce qui veut dire que la construction est plus lourde, donc elle a aussi besoin de plus lourd pour se porter, parce que le matériau n'est pas assez résistant, et elle est plus statique aussi, puisqu'elle est plus difficile à faire évoluer, à transformer. Ensuite, une fois qu'on a cette structure à poteau, ce qui se passe, c'est que dedans, on peut faire un plan libre, puisque le mur qu'on avait avant pour porter, étant remplacé par un poteau, il a dégagé de l'espace, et là-dedans, la cloison peut être libre. Là où avant, c'est ce qui met en regard la pièce, était la forme de la portée possible, donc avant portée en bois, avant le béton. Et donc, pièces et cloisons avaient tendance à se mélanger, puisque quand on voulait faire une grande pièce, on allait de porteur à porteur, qu'on pouvait éventuellement recouper par une cloison, mais pareil, la cloison, c'était mieux de s'en servir à chaque fois pour recouper les portées, puisque le bois étant un matériau précieux, il valait mieux faire des petits morceaux de bois qu'avec des grands, etc. Ensuite, on a les ouvertures, et donc, traditionnellement, on a les petites fenêtres, pareil, liées à la construction. Ces petites fenêtres, elles sont verticales, hein, puisque vous connaissez, il y a le linteau de pierre ou de bois qui ne permet pas de faire une grande ouverture. Avec le béton, tout est différent, et notamment quand ce béton ne porte même pas autre chose que lui-même, puisque ce qui est porté dans la maison, eh bien, c'est porté par les poteaux. La façade est accrochée, on a vu la semaine dernière, façade rideau, la façade moderne en béton, elle a un peu le même type de fonctionnement, elle est suspendue, elle est rideau quelque part. Et donc on change à ce moment-là l'intérieur aussi, et la perception intérieure. Après, on a le sujet de la toiture terrasse, donc ça qui est un élément rapporté, on va dire, de voyage dans des pays chauds où il pleut moins, d'Afrique du Nord, par Le Corbusier, mais aussi par d'autres. Et cette idée que la façade devient un élément de plus construit et accessible, là où avant on avait un toit. Ce toit avant, c'était le lieu de stockage, et puis c'était un lieu aussi de gestion de l'eau avec ses deux pentes, et puis un isolant. Un isolant puisque la chaleur monte, et vice-versa, quand la chaleur tape. Mais les nouveaux matériaux permettent de se passer de ça, l'étanchéité bitumineuse, et puis les nouveaux types d'isolation. Donc le Corbusier, techniquement, confirme qu'on peut se passer de ces éléments et que donc, là, en conséquence, l'architecture change. On voit aussi qu'en bas, la cave disparaît, et donc la maison traditionnelle qui va de la cave au grenier n'existe plus dans l'architecture moderne, puisque c'est une architecture, là, sous-entendue à pilotis, donc suspendue, puisqu'on vit dans les airs au-dessus du rez-de-chaussée. Ce qui nous amène donc en bas à cette idée qu'on a dégagé le sol avec ces pilotis et qu'on n'est plus enfoncé dans le sol, mais que les modernes vivent au-dessus du sol. Ils n'ont plus besoin de s'enterrer, puisqu'ils peuvent vivre quelque part aussi au-dessus du monde, dans leurs idées. C'est un peu la figure qu'on pourrait avoir en arrière-plan pour imaginer pourquoi cette envie de surélever les bâtiments. Donc pour illustrer le cas, une maison, maison 1927, donc on est dans le début quand même de la carrière de Corbusier, maison en Allemagne, où on voit apparaître cette composition et ces éléments de pilotis, cette composition à poteaux, cette fameuse terrasse, là je le mets dans l'ordre des appelé formes, mais dans l'ordre des points, je crois, de Le Corbusier, puisque c'est un, les pilotis, deux, la terrasse. Donc on voit les poteaux qui reviennent sur cette terrasse.
cette idée du paysage accessible par cette terrasse étanchée, qui pose forcément des problèmes d'étanchéité un peu plus compliqués que ceux d'un toit à 2 pentes. C'est une espèce de jardin sur le toit, donc il appelle ça toit-jardin. Le plan avec les formes libres. Donc, si on arrive dans cette maison là par le bas, on a l'entrée en bas, et puis comme d'habitude, on monte au premier étage, où en fait sont alignés et les chambres et le séjour, dans la partie haute, là, l'escalier est mis en valeur dans un volume différent. Et puis devant, tout est dégagé grâce au poteau. Et puis les chambres viennent juste se fermer. Donc ça aussi, c'est un classique de l'architecture moderne, cette idée de tout dégager et puis d'imaginer qu'avec parois coulissantes, on va pouvoir venir fermer les espaces. Et quelque part, c'est un peu l'idée qui a été reprise plus mode ces 20-30 dernières années, qui est cette idée du loft. Donc un grand espace, voilà, puisqu'on voit à gauche l'appartement vide et puis l'espèce de symétrie, même s'il est un peu plus petit, de l'appartement plein. Donc le séjour est là, et puis les chambres donnent directement sur cet espace, et puis on vient cloisonner devant. Alors on dégage un petit peu, comme dans les palais à l'italienne, tous les éléments entre le poteau et la façade, et bien toujours pour cette envie de lumière et la mise en scène de cette fenêtre horizontale. Et puis au dernier étage, on retrouve un petit bout de liberté de ce tour, de ces volumes arrondis, puisqu'on aurait ce toit terrasse en haut, avec une dernière chambre en haut. Mais non, je suis en bas, là, excusez-moi. En bas, il peut y avoir donc une chambre en bas, et puis on arrive en haut sur la toiture terrasse, et donc cette espèce de jardin de toit dessiné. Pour voir ce que ça donne à l'intérieur, eh bien, on voit bien la mise en scène de cette façade horizontale, de ce paysage, de ces poteaux, et puis de cet espace libre avec ces lits. Donc, vous voyez, c'est des lits qu'on peut rétracter. Donc, aussi un classique. Je pense que vous êtes plusieurs à penser vos logements comme ça. Voilà, cette capacité qu'on a en déplaçant des choses à transformer l'espace. Et donc, cette maison, toujours, à la fin, cette façade libre, qui est donc pensée plus comme un tableau, une espèce de tableau de peinture abstraite, où les formes sont libérées, autonomes, et donc cette composition d'éléments plutôt cubiques et de cette architecture de l'angle droit. Alors Le Corbusier a développé tous ces éléments d'architecture, toutes ces règles, et puis comme beaucoup de révolutionnaires, en fait, il édicte des règles, et puis une fois qu'il les a bien mis en place, lui, il ne les respecte plus, parce qu'il a envie d'en inventer d'autres, en fait. Il a envie d'en chercher d'autres. Et donc, Le Corbusier s'attaque à de nouvelles formes, il se donne de la liberté. Et après la guerre, plus tard bien sûr, mais voilà, ces maisons assez surprenantes, donc maisons Jaoul, après-guerre, à Neuilly, qui ne ressemblent en rien à l'architecture moderniste et cubique de Le Corbusier, puisque là, d'un coup, on a des matériaux inhabituels, le béton est toujours là, mais on a cette brique. Et en fait, ce sont des maisons plutôt économiques, mais non, on a une composition tout à fait différente. Par contre, la forme est toujours là, très très forte, la présence de cette forme. Là, on est dans les éléments intérieurs de la maison, une espèce de façade intérieure, voilà, où on retrouve quand même ces éléments de composition cubiste. Ces plans de maison, donc ces maisons, en fait, c'est des espèces de tubes, puisque ce qui va travailler, c'est la voûte, donc cette voûte catalane, donc une voûte assez plate, qui définit un espace. Donc on a la grande voûte, la petite voûte, qui fait deux espèces de tubes structurels et qui définissent les espaces de cette maison. Donc on a les espaces très ouverts de rez-de-chaussée. Donc là, on est les pieds dans le sol, ça a changé aussi, on est plus au-dessus du sol. On a les espaces de chambre en haut sur les deux étages du dessus.
Donc on est dans quelque chose de finalement beaucoup plus traditionnel. Mais pareil, c'est l'envie d'une nouvelle architecture. Une fois qu'on en a mis une au point, ben, on veut encore en inventer une. Et c'est une architecture qui commence à annoncer le retour du matériau brut. Donc le béton est toujours là, les couleurs, la composition géométrique aussi, mais il y a aussi cette présence très très forte des matériaux bruts, qui ont toujours été là, notamment dans le mobilier, même si en grande partie c'est quand même Charlotte Périllan qui a développé des éléments de mobilier. Mais donc ces matières reviennent et on est moins abstrait qu'avant. Et là, on voit comment la forme même de la structure, ben, définit l'espace et met en scène ces maisons. Donc ces maisons tubes traversantes. Donc voilà cet élément de mobilier de façade qui est donc intérieur-extérieur et qui fait cette espèce de façade meuble. Donc on sent la structure maîtresse en béton, le remplissage en briques, et puis ces façades assez originales au bout de ces tubes qui sont ces façades mobilier intérieur-extérieur qui la composent. Et dans les mêmes années, Le Corbusier va encore plus loin dans ses expérimentations formelles avec ce projet que vous connaissez tous, qui est la chapelle Notre-Dame du Haut, où là, les formes prennent une liberté totale. L'angle droit semble avoir complètement disparu. Le toit, même s'il est différent, est franchement revenu. C'est peut-être une toiture béton, mais ce n'est certainement plus ce qu'on pourrait appeler une toiture terrasse. Certes, ce n'est pas le même genre d'équipement que l'architecture, on va dire, à vue industrielle qu'on voyait avant, mais théoriquement, on est dans une autre recherche de forme. Donc, comme le sujet, c'est toujours cette forme, et une autre recherche de révolution des formes. Et donc, ce projet, une fois qu'on l'a vu, généralement, on ne l'oublie pas tellement sa forme est surprenante, incongrue. Ces espèces de grands voiles épais qui dansent les uns les autres sans vraiment se toucher. Cette toiture que certains disent peut-être inspirée d'un chapeau de nonne, comme ça, qui vole et qui donne une légèreté, qui s'ouvre vers le ciel. Ce plan à l'intérieur où il n'y a plus de question de poteaux, puisque là on est presque dans une architecture, on pourrait presque dire troglodyte, creusée dans la matière. Donc cette idée de forme, où on retrouve ces formes assez qu'affectionne plutôt Le Corbusier, ces formes souples, et on voit que là on aurait quelque part trois éléments qui ne se touchent pas, puisqu'à chaque fois il y a une faille entre ces éléments qui sont posés, et puis on viendrait mettre dessus cette masse de pierre qu'est le toit, un petit peu comme un dolmen sur d'autres pierres. Donc cette idée est très archaïque, encore plus que dans les villas qu'on a vues avant. Ces éléments un peu fondamentaux, un peu bruts, et toujours sculpturaux. Et alors, l'élément qui va forcément toujours avec ces recherches de forme, c'est la lumière. Et donc là, on a une mise en scène de la lumière assez incroyable, avec cette énorme façade très profonde, où Le Corbusier travaille ses volumes creusés, ces prismes qui vont chercher cette lumière, petite, grande, et cette composition finalement abstraite, cette répartition de cette façade énorme et perforée de lumière, qui met en scène finalement la sculpture, même dans l'épaisseur du volume, ce couple à chaque fois, donc forme-lumière. Alors on change d'architecte, toujours pour interroger la question de cette forme, mais de la prendre finalement complètement à l'envers. Donc un autre architecte moderniste, moderne, mais pas du même modernisme, il faut le dire franchement, mais de cette même époque, un petit peu décalé, néanmoins, puisque là on est à peu près dans les mêmes années. Et là c'est le premier projet, on va dire, où l'architecture de Louis Kahn, donc architecte américain, se révèle. C'est un tout petit projet. Ce sont des pavillons d'entrée de bains, donc aux États-Unis. Et là, la forme, elle est première.
Alors, première, parce que c'est des carrés et des triangles, mais les premières, on a l'impression qu'elle est mise là avant, et puis qu'après, on vient habiter dans les formes. Donc, il y avait les formes fonctionnelles, ça c'est le début du fonctionnalisme et du modernisme, puis il y avait les formes libérées de Le Corbusier, donc ces formes qui sont libres, dans lesquelles on vient se glisser, dans lesquelles on vient interagir. Et puis il y a les formes très très claires, très très fortes, de cette manière autre de concevoir, qui est celle de Louis Kahn et qui apparaît dans ce projet. Donc les formes, là on les a toutes, les formes de base, carré, carré, recarré, grand carré, petit carré, croix, ça on le voit bien, la croix c'est même le plan base de ce petit équipement, rond, et puis la redécomposition forcément des carrés en triangle, avec les toits inclinés. Donc, rond, carré, triangle, croix, on est revenu à ces bases géométriques très très claires, et très très simples, élémentaires, ces formes premières. Et ce qui est très surprenant, c'est comment la mise au point de ces projets de Louis Kahn, les fonctions s'intègrent dans les formes presque. Comme si les formes étaient là avant, mais qu'elles sont adaptées aux fonctions ou que les fonctions se fondent dedans. On arrive par ces bains, on passe cette porte, alors je ne me trompe pas de sens, je crois, je suis désolé. On arrive par en haut, sur le côté, et puis on sort par les escaliers, si je ne me trompe pas. Et donc dans ce dispositif, on arrive dans l'axe, et en fait, il y a deux zones de change, hommes et femmes, et donc on rentre dans le carré, et puis la forme même du carré permet de faire sas. On ne peut pas voir à l'intérieur, on peut passer, il y a un temps, on passe de la lumière qui est centrale, ouverte, dans le sombre pour arriver dans la pièce intérieure, et puis on voit que dans ces mêmes petits carrés du bout, sont intégrés les sanitaires, et puis au milieu, on a les zones de douche, et puis les bancs sur les côtés pour se changer. C'est symétrique quasiment pour l'autre sexe. Et donc là, ces formes où le fonctionnement paraît à la fois évident, elles sont presque là, ou c'est cette sensation qu'elles sont là avant la fonction. Et ces formes sont vraiment mises en scène à l'image de ce toit là, qui est au-dessus de ces éléments en parpaing. Et puis on voit comment la mise en forme des formes est très forte. Une espèce de cercle central. Là, on sait en plan que c'est un carré, mais ce carré, avec ce mur qui se glisse dessous, et puis ce toit qui est au-dessus, mais qui est légèrement surélevé. Donc on sent que toutes les pièces sont assemblées. Ça pourrait être une machine, donc c'est une forme de machine, mais c'est plutôt une machine d'assemblage de formes. On prend ce sujet différemment. Un autre exemple, donc pas des œuvres majeures, mais justement donc des œuvres assez révélatrices d'une manière de faire, c'est cet ensemble de logements étudiants. Donc 3 niveaux. On voit ces lignes verticales très fortes, croiser ces lignes horizontales, et puis cette forme un petit peu du château, qui est la forme de fond de Le Corbusier, de Louis Kahn. Si peut-être là, la machine est la forme un peu de départ de l'imaginaire corbuséen, on peut se dire que le château fort est celle de Louis Kahn. Donc quelque chose de très rationnel, de très rigoureux, où on voit apparaître la sculpture très, très fortement, puisqu'on a ces éléments de béton verticaux très forts, qui forment des espèces de couples, où on aurait 4 couples, plus au bout un élément complémentaire. Des creux, donc qui donnent une rythmique et puis une architectonique, si on peut dire, assez marquée avec ces creux. Voilà, et puis la façade, après, ce sont des éléments en ardoise et vitrage. Bon, le truc, c'est ça. C'est ce plan, un plan assez incroyable, où là, on voit apparaître cet arrangement très puissant de ces formes. Donc, il y a 3 corps de bâtiment, 3 niveaux. On arrive au milieu.
Puis on va pouvoir prendre ces escaliers pour descendre ou monter, enfin pour descendre ou monter dans les étages. Et puis après, on accède, donc on a deux grandes salles aux deux bouts. Et puis en périphérie, pardon, on a toutes les chambres étudiantes, donc qui sont en quinconce, vous le voyez, elles n'ont pas la même forme en fait. Il y en a des enfoncées, il y en a des plus longues et plus larges. Voilà. Il y a tout un jeu comment dire, de régularité géométrique qui n'était pas là de la même manière du tout chez Le Corbusier. Ça pourrait être un petit peu la manière Mies van der Rohe, où un peu on a l'impression que tout est pareil, mais non. C'est presque un élément de trois manières de faire. L'une, liberté des formes par les capacités de la technologie. L'autre, plutôt mise la perfection et pousser au maximum une technologie. Et puis là, une technologie qui est pliée finalement à une ambition formelle presque archaïque d'un autre temps, et en même temps qui nous donne une forme mécanique très très puissante. Donc on voit ce plan très très clair, puisque les éléments de type sanitaire sont regroupés au milieu, les chambres en face, et puis au milieu de ces espaces, de ces 4 carrés, ces espaces de rassemblement. Donc on voit ça du dessus, et bien sûr, vous voyez apparaître ces boîtes sur les toitures, et qui sont des éléments aussi majeurs de cette composition. Puisqu'en fait, ces bâtiments étant assez larges, il faut faire descendre la lumière à l'intérieur. Et en fait, ces éléments sont des espèces de grands puits de lumière qui régulent tous les espaces intérieurs. Donc là, on est dans le hall d'entrée. À droite et à gauche, vous avez les escaliers qui sont semi-empoisonnés dans le béton, qui permettent d'aller sur les deux ailes, puisque là, on est dans le carré central, si on peut dire. On prend l'escalier, donc on monte ou on descend pour aller aux différentes chambres. Voilà, quand on est à l'étage, là, on a l'enfilade des différents ensembles de chambres. Ce que vous voyez là, plein, eh bien là-dedans, il y a les sanitaires. Et derrière, vous allez avoir les chambres. Et le bâtiment, comme ça, une espèce de symétrie centrale, donc répétée 4 fois par carré et répétée donc 3 fois. Et la création de ces espaces qui sont essentiellement construits par la lumière, et cette relation extrêmement forte entre lumière et forme, lumière et structure, qui est le fond du travail de Louis Kahn. Très difficile à trouver, une photo des chambres où on voit, eh bien, vous avez vu tout à l'heure la forme des chambres, si vous vous en rappelez, mais on voit l'importance de ces décalages, et en fait on comprend ici que ces décalages, ils ont l'échelle de l'habitat intérieur d'une pièce, pour le lit, pour le fauteuil. Voilà. Finalement, tout trouve une forme, où tout s'adapte à la forme. On voit bien que c'est un travail entre les deux. Donc ce travail de forme, ça peut être aussi pris d'une autre manière, qui peut être l'assemblage de ces différentes formes. Donc on retrouve forme élémentaire, rond, carré, triangle, croix, pour un autre ensemble, mais là on voit qu'il y a vraiment ce collage de formes séparées et rassemblées. Ça tombe bien parce que c'est une assemblée, l'assemblée du Bangladesh. Et dans le plan, eh bien, on retrouve des éléments qu'on a vus tout à l'heure, cette espèce de carré donc, qui, sur le côté, devient un peu un losange, et puis ces éléments de symétrie centrale, et cet ensemble qui forme finalement une assemblée. Donc on arrive dans ce bâtiment-là par le haut, par le nord. Après, on a un grand couloir périphérique du chœur, où vous avez bien sûr vu le grand amphithéâtre de l'Assemblée. Et au sud, on a la mosquée, et puis des équipements complémentaires sur les deux autres côtés. Et chacun a sa forme. Les 4 éléments rectangulaires, eux, sont des bureaux pour les parlementaires de cette assemblée.
Ah, d'ailleurs, assemblée du Bangladesh, elle n'est pas aux États-Unis. Hein. Et si on voit le bâtiment du dessus, eh ben, c'est une extrusion du plan. C'est-à-dire que jusqu'en haut, les formes dessinées en pied montent, on va dire, toute hauteur et le plan se voit en toiture. Et vous voyez des formes comme celle du bas. Si vous jeterez un petit coup d'œil à, eh bien, ça ne me revient plus, le château de François Ier, Chambord. Vous verrez ces formes-là, Chambord, ou n'importe quel, vous me direz, n'importe quel ensemble de tours, on le voit bien là pour cette mosquée. Bon, et l'ensemble mis sur l'eau, on a toujours cette figure du château fort. Donc deux vues qui donnent dans ces espaces intermédiaires entre ces blocs de bureaux et puis les autres éléments, et cette assemblée centrale. Donc ce grand volume central, et puis les volumes d'entrée à droite et de mosquée à gauche. Et voilà, au cœur du bâtiment, cette grande colonne de lumière, avec ce toit, c'est incroyable. Alors, c'est des tellement gros volumes que c'est toujours un peu compliqué de photographier les éléments des projets de WISCAN, puisqu'il y a des enjeux de lumière, puis il y a des enjeux de volume et de spatialité qui sont très difficiles à saisir en photographie, même si conceptuellement on imagine ces formes, par contre, sans les visiter pour s'en rendre compte, c'est toujours un peu compliqué. Et donc, on rêve de pouvoir les visiter un jour, ce qui n'est pas mon cas pour ce bâtiment en tout cas. Si on regarde le plafond, eh bien, cette lumière. Donc, on voit là un élément qui arrive très fort, qui était déjà là dans le projet précédent, c'est la combinaison de la pièce, de la structure et de la lumière. Donc là, on voit ces formes assemblées. À chaque fois, ces formes, c'est une pièce spécifique et c'est un mode spécifique de gestion de la lumière. Donc ce triptyque est présent au cœur de tous les projets de WISCAN, sous ce que vous savez peut-être. Mais on voit là cette combinaison de cet octogone, que je ne me trompe pas, 8, octogone, et de ces voûtes, et donc qui crée cette espèce de fleur centrale qui fait rentrer la lumière par le haut, lumière indirecte. Bon, tout à fait aussi merveilleux, eh bien, cette mosquée, où là, c'était les tours dont je vous parlais tout à l'heure, les 4 tours aux angles, dans lesquelles on retrouve, on a un tube rond dans lequel descend la lumière, enfin, 3/4 de tube rond, 3/4 de tube, dans lequel descend la lumière, et puis après, une espèce de sphère, là, hop, qui vient faire les ouvertures dans ces éléments, et créer cet espace à la fois baigné dans la lumière, mais qui est pourtant un grand cube de béton, et donc, ce dont je vous parlais au début, même si c'était présent aussi sous une autre forme chez Le Corbusier, cette poésie, finalement, des fonctions, poésie élémentaire de la lumière et des formes. Autre vue du haut, vous voyez cette présence géométrique fondamentale, très marquante. Bon, alors jusque-là, on a vu plutôt des différents types de formes chez Kahn, et là, on a la forme totalement intégrée, où les formes sont dans la forme principale. Donc, c'est une bibliothèque donc Philippe Exeter, donc c'est sur un campus aux États-Unis, et donc dans ce parc, on a une architecture, on va dire classique, brique, donc bâtiment en brique, mais on a cette espèce de cube un peu parfait, cette espèce d'abstraction qui a une échelle assez différente de ses voisins, pas énorme, hein, mais on voit qu'il y a un décalage d'échelle. Et puis on arrive vers ce cube où, comme souvent un peu chez Kahn, l'entrée n'est pas hyper évidente puisque la forme s'impose de manière très forte. On a ce cube, mais ce cube ouvert, où on voit et on sent déjà l'assemblage de différents éléments. Et donc ce plan tout à fait incroyable, cette espèce de cube
de carrés, pardon, enfin coupés aux angles, avec un autre carré central. Et puis entre les deux, on sent ces couches, hein, un peu comme un espèce d'oignon, comme ça, où les couches concentriques forment les espaces. Ce qu'on voit aussi apparaître, ce sont les carrés formés aux angles. Et puis après, c'est cette combinaison incroyable entre structure, espace et lumière. Donc ici, une structure centrale, là, avec cette croix dans ce carré, donc qui est un grand vide central, un grand atrium. Autour, la structure des côtés, qui va de noyau à noyau. Donc les noyaux de circulation sont dans les carrés. Et puis, entre ces carrés, on a ces éléments-là qui viennent porter les zones qui vont servir au rayonnage. Et puis, enfin, on a un autre type de structure périphérique, qui est apparemment en brique. Je ne sais pas s'il n'y a pas du béton dedans, mais c'est pour ça que je vous dis apparemment. Qui va être les salles et les espaces de lecture. Et vous avez sûrement dû déjà voir ce projet, mais c'est toujours intéressant de le revoir tellement il réussit à combiner espace, structure, lumière, géométrie. Donc on monte dans les étages qu'on voit essentiellement apparaître. Donc ce sont les espaces de lecture, puisqu'avant, effectivement, là en bas, on est dans les galeries périphériques. Et puis à l'étage arrivent les espaces de lecture. Donc ce bâtiment, justement, on y rentre par les galeries. Et puis il y a des entrées qui nous amènent vers cet escalier central, enfin justement décalé, qui va nous emmener vers le centre du bâtiment. Ah, zut, il y a eu un mauvais collage d'image, donc la coupe n'est pas excellente. Bon, on va faire avec. On voit, donc si on fait le chemin inverse, la périphérie des salles de lecture sur les côtés, le rayonnage, et puis au centre, ce grand atrium. Donc, je vous disais, cet escalier qui vous permet d'accéder au cœur du bâtiment. Donc, on était à l'extérieur, on passe la première peau. Puis, comme il y a toujours ce sujet lumière et structure, on passe la première peau et donc cette colonnade ou cette galerie périphérique est comme une des fenêtres quasiment, hein, vous l'avez vu tout à l'heure. On arrive sur le côté du bâtiment et on prend ces escaliers pour monter au cœur de la bibliothèque qui est ici, où il va y avoir les fiches les salles, et puis les banques de prêts. Puisqu'on remarque aussi, c'est cette puissance structurelle qu'on a au-dessus de la tête, puisque pour franchir cet escalier, là, à nouveau, de la forme. Et là, on donne de la forme à la structure, de manière très expressive, puisqu'on a en bas l'élément tirant, on va dire, d'une poutre, et puis en haut, l'élément qui aide à franchir. Au milieu, c'est vide. Tout ça est mis en scène par ces joints creux d'éléments emboîtés et assemblés en béton. Et donc, on découvre ce grand espace central où apparaît là, ces 4 cercles dans ces façades qui permet d'amener la lumière du grand puits de lumière central vers les espaces de lecture. Cette structure est toujours centrée où on voit ces grands poteaux qui portent ces murs en béton et puis en haut, on sent ces grandes poutres qui vont tenir le toit et le patio central, l'atrium central. Donc ces grands cercles qui mettent en scène cette, on le disait tout à l'heure pour Le Corbusier, mais cette capacité qu'a le béton à prendre la forme de son confrage, donc cette capacité plastique du béton, contrairement aux éléments de bois là, qui sont plutôt, eux, agencés de manière systématique, les panneaux de bois, qui forment soit les... Donc là, ce sont des étagères et des espèces de pupitres qui débordent légèrement. Vous voyez, là derrière, c'est aligné dans le cercle, et puis là, les deux niveaux intermédiaires ressortent dans le cercle. Donc une autre vue, donc on voit donc cette pièce principale où arrive la lumière de ces 4 côtés, et puis on sent cette véritable infrastructure et la forme donnée pour la mettre en scène. Et puis ces éléments d'angle. Et puis si on regarde vers le haut, on a cette lumière. Donc, toujours cette lumière presque
incantatoire ou spirituel ou métaphysique ou philosophique ou simplement poétique, mais cette mise en scène de cette lumière naturelle qui traverse et donne forme finalement aux formes construites et aux espaces fabriqués. Une contrevue de ces éléments de béton. Un petit détail sur la mise en scène d'un pied. On voit, pour donner de la force aux éléments, bien sûr que ces formes, elles sont là pour ça, pour donner l'architectonique, c'est-à-dire les formes de l'architecture et des forces qui sont à l'intérieur et des éléments plus fins, on pourrait dire de modénature qu'on leur donne. Donc on sent là la force qui arrive presque depuis cette voûte qui va pousser sur ce tirant, qui va se poser sur ce poteau. Donc là, on était dans la forme centrale qui a sa structure. Donc chaque forme dans ce projet a sa propre structure. Donc on a l'atrium central qui est cette grande structure de béton avec ses angles. Et puis après, on a, là on le voit, la structure des poteaux et des murs du bout qui portent les éléments les plus lourds du projet, à savoir les livres, qui sont des éléments effectivement qui pèsent beaucoup sur la structure. Donc contrevue de ces éléments. Et cette zone qui se retrouve finalement dans le noir, puisqu'il y a de la lumière centrale et assez douce qui descend au cœur du bâtiment, et puis il y a la lumière des façades. Par contre, les livres, eux, sont stockés pour des soucis de conservation aussi au centre, mais aussi pour des soucis de, procédural, c'est-à-dire que forme, structure, lumière qui vont ensemble, c'est aussi la mise en scène de séquences, comme je vous le faisais ressentir tout à l'heure pour l'entrée. On rentre dans l'ombre, c'était aussi le cas au Bangladesh, où il appelait même ça des fenêtres d'ombre, je crois. Puisqu'au Bangladesh, l'enjeu, c'est d'avoir de l'ombre, puisque, vous imaginez bien, il fait souvent très chaud. Et donc, on peut rentrer dans l'ombre ou rentrer dans la lumière, suivant les espaces et les manières dont ils ont été conçus. En l'occurrence, là, on rentre dans l'ombre, on découvre la lumière, on monte l'escalier, on retrouve la lumière centrale, et puis après les livres, on les retrouve dans l'ombre. Et puis enfin, il y a le dernier espace, donc ces fenêtres dont je vous parlais tout à l'heure, qui étaient assez grandes, et effectivement, elles sont très grandes puisqu'elles sont de double hauteur, et on retrouve tous les deux niveaux, ces espaces de travail qui pourraient rappeler certaines formes un peu monacales ou un peu médiévales, voilà, avec ces espèces de box, de pupitres, presque on pourrait dire un peu monastiques, avec ces éléments. Et puis donc chaque pupitre a sa propre fenêtre. Donc toujours ce souci de combiner forme. Donc là, il y a cette espèce de triangle et ces rectangles et lumière. Et puis on a la grande baie lumineuse au-dessus qui, elle, vise à emmener la lumière plus loin et de l'autre côté des tables qui ne sont pas du côté de la fenêtre. Donc on le voit à l'inverse. Donc là, on a ces éléments constructifs différents qui sont ces briques. Et donc ce souci aussi de donner, suivant l'élément de construction, une forme différente. Donc charpente droite, on va dire, à éléments pour le bois, appareillage pour la brique, et puis cette verticalité pour la brique, et puis souplesse du béton coulé et ses capacités structurelles pour le cœur du bâtiment. Donc là, on a une autre structure qui est cette structure de briques et de murs de briques. Et donc à l'extérieur, ce bâtiment qui est une espèce de sorte quasi d'abstraction, où on voit ces éléments de briques. Ici, il faut regarder ces éléments de briques s'affinent de bas en haut, petit à petit, puisqu'effectivement, ils ont besoin d'être de moins en moins épais pour porter les éléments. Donc cette forme qui paraissait simple au début est en fait beaucoup plus complexe, vous l'avez bien compris. Ces éléments de linteau en briques, qui sont donc légèrement en éventail, pour exprimer la capacité de la brique à porter. Et donc cet affinage petit à petit des éléments quand on monte dans les étages. Et donc la mise en scène de chacune des formes propres à chaque élément constructif. Donc dans ces formes, en fait, l'idée, c'est d'intégrer la fonction,
la structure, la lumière. Et donc, voilà, ça c'est une petite coupe de principes là, de cette bibliothèque. On retrouve bah, cette lumière qui arrive de manière indirecte et puis qui descend à l'intérieur. Et ça, c'est un travail assez de synthèse assez passionnant, donc fait par un auteur, j'imagine allemand d'ailleurs, mais je ne suis pas sûr, Urs Butiker, qui a repris comme ça tous les travaux faits par Louis Kahn dans la conception de ses bâtiments entre forme et lumière. Donc on pourrait en faire plein d'autres, mais l'idée c'était de montrer une autre manière de traiter les formes, et en l'occurrence, là, de les mettre presque en premier, comme définissant des espaces. Donc on arrive à cette conclusion autour de ces formes, de cette idée de révolutionner l'architecture, notamment donc avec ces nouveaux matériaux qui arrivent, ces nouveaux objets qui arrivent dans l'environnement avec ces machines, de penser l'architecture différemment et de créer cette on va dire, bifurcation dans l'histoire de l'architecture qui avait déjà bifurqué entre l'architecture du Moyen-Âge et celle de la Renaissance. Et bien là, même si c'est un prolongement quelque part de pensée de la Renaissance, eh bien, on voit arriver cette architecture révolutionnaire qui est l'architecture moderniste. Donc, comme d'habitude, sur la fin, on revient au sujet plutôt du P32, le logement, et notamment à travers l'unité d'habitation, que vous avez sûrement déjà vu, puisque là on est dans les grands classiques, et que vous avez peut-être même visité. Et donc ce grand bâtiment d'habitation qui est quelque part vraiment cet environnement de nouveau monde inventé et développé par Le Corbusier, cette nouvelle manière d'être au monde, de vivre le monde, ce nouvel environnement un peu utopique, qui est ce grand ensemble de logements, mais qui est d'ailleurs une unité, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on puisse le répéter. Donc ce bâtiment, très imposant, en béton, avec ses couleurs, donc couleurs un peu primaires, très Mondrian, si on pourrait dire, enfin peinture moderne de l'époque, mélangé avec cette brutalité qui était un autre élément travaillé par Le Corbusier, et puis surtout ces formes. Vous voyez, donc là nous sommes au sol, cette idée donc toujours de dégager le sol. Alors pour y faire quoi? Parce que là ça ressemble plus à un parking qu'à autre chose, il faut quand même être honnête. C'est un espace très beau, mais qui a un intérêt quand même limité. Mais bon, on soulève comme ça le bâtiment au-dessus du sol pour vivre dans ce nouveau monde. On soulève le bâtiment du sol. Il est mis en scène par ces grands poteaux où on voit les coffrages, donc cette liquidité initiale du béton, et puis cette puissance de cette capacité du béton à soulever le bâtiment. Et cet enjeu formel, puisque les poteaux ont une forme, le haut-vent a une forme, la sous-face a une forme, donc cette sculpture généralisée qui met partout en scène l'espace et l'architecture. Donc là, on voit aussi le travail de l'eau avec ces deux gouttières, quelque part cette forme où on sent l'eau qui va aller s'écouler. Bon, et cette idée de fond, nouvelle idée, bien sûr, qu'on essaye tous à un moment, qui est de faire dans un immeuble les qualités d'une maison. Donc, Le Corbusier avait d'ailleurs fait un immeuble villa, ou je ne sais plus comment il l'avait appelé, mais voilà, où il mettait ces villas duplex très, très tôt, qui ne s'est pas réalisé. Mais cette idée de réussir à combiner dans un immeuble les qualités de la maison. Donc vous connaissez forcément cette coupe et ces deux duplex emboîtés, donc le duplex descendant et le duplex montant, qui se glissent dans la grande grille générale de l'immeuble. Donc pareil, cette idée aussi qu'il y a au cœur de la modernité, qui est les combinaisons, les systématisations, l'interchangeabilité, les possibilités d'agrandir, de moduler. Et là, on est au cœur de ce qu'on a pu voir bien après, repris par Archigram et la flamme finalement
très forte de cette modernité, de ces capacités de l'industrie, de ces nouveaux objets, de penser le logement comme un objet technologique dans la Plugin City. Et bien, en fait, la Plugin City, bien sûr, elle est déjà là. On a même les pattes, si vous voulez, la Walking City, quelque part, c'est l'unité d'habitation. C'est une manière de technologiser sous d'autres formes, mais ce sont les mêmes idées de mode de vie. Ce mode de vie un peu hors sol, puisque une maison, par définition, c'est au sol, et là, l'idée, c'est justement que l'immeuble entier ne touche pas le sol. Donc, on a ces deux maisons imbriquées, donc ces maisons qui ont chacune des loggias des deux côtés, c'est justement l'idée de ces jardins. Ils ont en plus la vue, donc une vue assez incroyable sur un parc ou sur la montagne, très haute, et puis on a deux duplex. Alors au milieu, parce que c'est très grand, on a un grand couloir qui s'appelle la rue, qui nous permet d'accéder au duplex descendant et au duplex montant. On arrive toujours par la cuisine. Donc, dans le descendant, on a cuisine, salle à manger, et puis on descend dans le séjour, et puis après, on a les espaces de chambre. Et dans le duplex montant, on a cuisine, salle à manger, séjour, et puis on monte dans les chambres avec la mezzanine pour une chambre complémentaire. Cette chambre, elle se retrouve en vis-à-vis, on va dire, en symétrie, sous la cuisine dans le duplex descendant. Après, le plan des espaces, donc ils sont symétriques. On a deux chambres très en longueur, avec la paroi coulissante au milieu, les sanitaires au cœur, et puis après, suivant si on est donc dans le duplex descendant, on est dans la salle de bain, enfin dans la salle à manger, pardon, cuisine, salle à manger. Et puis on retrouve en bas l'idée d'une chambre qui est dans le séjour. Et si on est dans le duplex montant, là on monte, et puis la chambre est en mezzanine sur la double hauteur. Donc on a aussi cette idée de double hauteur qui permet d'avoir la lumière qui va profondément dans l'appartement et qui donne cette sensation de liberté. Donc là-dedans on retrouve cette idée d'espace, puisqu'on passe dans un même appartement de petits espaces d'entrée à un grand espace double hauteur, à des espaces très adaptés. Vous voyez, là, les salles de bain sont hyper compactes. Elles étaient d'ailleurs faites un petit peu comme des bateaux, dans cette idée, avec des espèces de portes au bord arrondis, etc. Et cet ensemble, c'est l'idée de dire qu'on a les qualités d'une maison dans un immeuble. L'autre sujet là-dedans, c'est la largeur, qui est très très profonde. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est 20 et quelques mètres. Et cet appartement très très fin, et puis la nécessité de mettre des éléments sombres au milieu. Donc spatialement, c'est assez incroyable. En termes d'idées, c'est super. En termes concrets de fonctionnement, on peut faire des critiques de ce genre. Hein. C'est pas au top quand même. Hein. Parce que tout est étiré, les dimensions sont quand même assez bizarres, ça reste quand même les logiques de proportion de Le Corbusier, qui fait quand même des espaces assez étranges. Un des typiques, c'est cette rue centrale qui est forcément nécessaire. Le problème qu'elle a, c'est qu'elle est donc complètement noire, et puis que le bâtiment étant très très grand, ça nous fait vraiment un volume très conséquent. Donc, à renfort de lumière artificielle, de couleurs, de travail spatial, ça réussit à être un élément intéressant, mais globalement, c'est quand même un espace pas très facile à vivre. Alors l'idée, c'est que là, il y a les boîtes aux lettres, donc c'est vraiment, on a les maisons sur le palier. Si on rentre à l'intérieur, par contre, on a ce qui était conçu, envisagé, c'est-à-dire cette espèce de plaisir de la villa en étage. On a ces grands volumes. Voilà. Derrière, on a la cuisine, l'accès à l'étage, là, la suite des chambres. Non, là, je retourne tout le temps entre le descendant et le montant. Celui-là, c'est le montant, a priori. Et donc, à l'étage, on a cette super idée de la paroi coulissante entre les deux chambres qui permet de faire un grand espace de jeu. Et à la fois, comme d'habitude, super idée ou pas très bonne idée, parce que vu les dimensions, une paroi coulissante, à un certain âge, on a quand même des problèmes d'intimité sonore problématiques. Mais voilà, la possibilité
la modularité est toujours un rêve qu'on a dans la conception architecturale. On le voit mis en scène là, dans ces logements très fins, très profonds, avec ces deux terrasses, traversant, double hauteur, toutes les qualités de la maison dans un grand immeuble. C'était tellement pensé comme un grand ensemble de logements que donc, vous savez, il y avait donc la rue au centre et puis il y avait des magasins aussi et des équipements collectifs. Donc là, c'est l'espace dédié aux magasins qu'on voit sur la façade, hein, qui est traité un peu différemment que les loggias des logements. Ces fameuses loggias de logement, où là, l'enjeu, c'est la lumière. Hein. On voit le garde-corps perforé, on voit l'élément horizontal qui vise à faire de l'ombre en dessous et puis à renvoyer la lumière qui arrive du soleil ou tout bêtement du ciel dans la double hauteur. Donc c'est aussi une machine à lumière, hein, un peu comme chez Louis Kahn. Et puis les couleurs dont on a parlé tout à l'heure. Et élément très important, au final, sur le toit, ces éléments sculpturaux, cette forme libre qui arrive, qui n'était pas là avant dans l'architecture, mis à part pour certains petits aspects de sculpture, mais qui arrive dans l'architecture par les possibilités techniques de l'architecture et qui peuvent aujourd'hui conduire à une architecture formelle beaucoup plus qui ont pris ça vraiment comme sujet. On peut imaginer, par exemple, Franck Gehry. Voilà, c'est une architecture complètement de sculpture. Et les premières architectures de sculpture, ce sont celles de l'époque, mais entre autres de Le Corbusier. Comme je vous disais tout à l'heure, cette idée d'unité et donc cette idée d'industrialisation des éléments, donc voilà, les différentes les 4 autres unités d'habitation construites, qui à chaque fois permettent aussi de re-questionner, de perfectionner les éléments, donc un peu à la manière là industrielle de la mise en d'Hérault, ce côté déclinaison, répétition, amélioration des dispositifs. Donc plusieurs en France et puis une en Allemagne. Donc on arrive petit à petit vers la conclusion. Alors toujours, quelle était l'idée de ce nouveau paysage? Je vous avais montré l'idée de ville au début. Eh bien, Le Corbusier est un architecte qui a pu faire un paysage complet puisqu'il a eu la chance d'inventer une ville. Donc, c'est Chandigarh, la capitale du, il ne faut pas que je me trompe, j'allais dire Punjab, mais je ne suis pas sûr, donc d'une province indienne, Punjab, si c'est marqué. Et donc, là, il y a tout un paysage qui va être construit, ce paysage mélange artificiel et naturel. Donc cette ville organisée de manière géométrique par quartier, avec une structuration successive des rues, les rues principales, rues secondaires. Cette idée de la végétation qui était quand même assez présente chez Le Corbusier et du soleil. Donc cette idée de la végétation qui vient faire une trame un peu en jacquard, en quinconce du reste. Et puis petit à petit, donc si on zoome, on a des quartiers qui s'imbriquent les uns dans les autres. Donc une présence géométrique assez forte, mais en même temps de la souplesse partout et ce jeu entre rigueur et souplesse. Donc si on zoome et puis qu'on va dans le quartier que vous avez vu au nord, qui est le quartier du Capitole, où là apparaît aussi cette idée de machine, cette nouvelle forme de ville faite d'éléments séparés qui sont emboîtés, qui sont articulés par des nouvelles formes et dans un esprit de fonctionnement réinventé. L'atmosphère de cette modernité, vous aurez compris qu'elle allie cette idée de certaine lumière et la spiritualité qui peut avec, ce nouveau matériau quand même majeur qui est le béton et en partie le métal et le verre, et cette idée de la forme qui suivrait la fonction, et les choses très importantes chez Le Corbusier, ce jeu des horizontales et des verticales, cette espèce de angle droit finalement permanent, mais pas apparent au premier regard. Donc on le voit chez Le Corbusier, les interactions de cet environnement et dans le modernisme, ce sont toutes les pièces finalement de la machine architecturale qui se répondent les unes les autres, qui font un ensemble. Donc là, on est toujours
au Capitole, à Chandigarh, où on a à la fois une peinture de Corbusier, qui était un peintre qui est assez productif, cette composition graphique, et puis à côté un plan où on voit bien les similitudes entre les formes des plans et des compositions, ce jeu entre l'angle droit, l'orthonormé, et puis tous ces éléments indépendants qui prennent leur fonction, qui se répondent. Donc la méthode, à chaque fois, la méthode ici, c'est forcément la sculpture. Vous vous rappelez cette phrase de Le Corbusier qui veut dire en gros, l'architecture, c'est le jeu, je crois, subtil et savant des volumes sous la lumière. Peut-être que je me trompe un peu, mais c'est cette idée que bien forme et lumière vont ensemble pour faire la sculpture. Pareil, là, on voit cette liberté formelle qui rappelle le toit de l'unité d'habitation de Marseille ou des autres, et puis finalement, au fond, cette orthogonalité là, qui est présente dans tous les éléments. Il y a des éléments horizontaux, il y a des éléments verticaux. Alors le paradoxe de tout ça, c'est que cette architecture nouvelle et de machines, un peu comme des avions ou des voitures, c'est des espèces de machines autonomes qui s'installent comme ça dans le paysage, et qui font un peu le vide autour d'elles, et qui mettent en scène sous la lumière cette forme et effectivement l'impact de cette nouvelle manière de concevoir, pas seulement inventée par Le Corbusier, mais dont l'excellence a été entre autres faite par Le Corbusier, devient le nouveau hégémonie plastique qui va faire que partout on va vouloir de l'architecture moderne, pendant un temps en tout cas. La critique, bien sûr, c'est justement l'autonomie nécessaire à ces sculptures, puisque quand on passe à l'urbanisme, pour mettre en scène ces sculptures, faut faire le vide autour. Donc, on détruit la rue. Dans l'urbanisme moderne, il n'y a plus de rue, il n'y a que des routes, il y a une espèce de colons, de canaux, de réseaux de circulation qui fonctionnent pour les voitures. Et puis autour de l'objet, c'est le grand vide. Donc ça pourrait rappeler la bigness de Colas, où le bâtiment est tellement grand qu'il nie ses voisins, parce que voilà, et puis il est tellement grand qu'il a absorbé la ville. En fait, c'est déjà ça dans l'architecture moderne, sauf qu'elle n'est pas entourée d'autres buildings, elle est toute seule et elle fait le vide autour d'elle. L'idée vertueuse étant de dégager le sol pour laisser passer le paysage, de vivre sur le toit au soleil. Peut-être qu'aussi une des fortes idées, c'est de faire une sculpture bien mise en scène. C'est une critique qu'on pourrait faire. Sur cette image, ce qui est marrant, c'est que donc on voit ce dispositif qui va créer, de par l'emballement de cette nouvelle plastique, de par les performances technologiques, de par la densité, les fameux, ce qu'on va appeler les grands ensembles et les cités autour des villes, qui vont être pensées dans les suites des idées de Le Corbusier et des autres, qui seront souvent réalisées avec moins de moyens et moins de talent, qui fait que tout n'est pas exceptionnel et qu'on a cette architecture justement avec les mauvais côtés machinistes, c'est-à-dire le côté un peu déterministe, un peu ultra-fonctionnel, un peu pauvre, qui va se mettre en place. Là, on voit sur la droite une architecture plutôt classique, plutôt hérité des systèmes de composition où on avait, qui a été juste avant celui de Corbusier, où on avait l'ordre, la symétrie, la hiérarchie, et puis quelque part l'intégration généralement dans un jardin qui concourt à prolonger cette géométrie sur le monde. Et puis on voit à gauche derrière plutôt la ville, pour le coup, plus vernaculaire, qui va aussi être le pendant des grandes cités, qui va être l'étalement urbain. Alors là, ce n'est pas exactement le cas, c'est encore plutôt des émanences d'un village, mais on voit sur cette même photo au moins trois types, trois univers différents, trois environnements de pensée différents. On n'a pas fait le classicisme, on ne fera pas, mais voilà, à chaque fois, le village aussi, c'est un environnement. Tout ça, c'est pour alimenter votre réflexion. Bon, pour conclure, on peut quand même dire que cette invention formelle a produit des objets tout à fait effectivement révolutionnaires et incroyables. Un petit projet, pas forcément des plus connus de Le Corbusier, un projet qui a surtout été terminé en 2006, donc bien après sa mort. Une église à Firminy,
une grande forme et de la lumière. On voit à gauche l'accès par rampe, hein, comme d'habitude, comme si les piétons étaient des voitures. Un espèce de cône tronqué, donc une forme quand même très très spéciale qui va rappeler ces peintures, ces désirs de sculpture. Puis dessus, différents équipements techniques. Donc en haut, on imagine ces puits de lumière. Cette boîte-là avec la croix dessus, c'est la cloche. Et puis après, il y a ces éléments-là. Ces éléments, finalement, c'est le dispositif d'eau qui fait tout le tour, qui revient là, et qui coule là, la mise en scène de ces éléments naturels. Donc là, on a la lumière, l'eau, ce côté un peu élémentaire, primitif, les capacités du béton, et donc ces nouvelles formes qui effectivement ont un effet de sidération sur nombre d'architectes et autres amateurs d'architecture et autres par la puissance de ces formes. Cet élément-là à gauche, avec cette espèce de voûte posée dessus, qui nous permet d'avoir cet espace intérieur assez incroyable, avec une forme un peu jamais vue, cette espèce de cône tronqué et arrondi. Vous voyez ces points à droite, ces points en fait, on ne sait pas quelle galaxie imaginait le Corbusier, je crois qu'ils ont mis donc la galaxie d'Orion. La constellation plutôt que galaxie. Et donc, ils sont, vous avez compris, des percements dans le béton qui font entrer la lumière et qui créent des espèces d'effets de diffraction et de reflets totalement incroyables. Donc, et ce jeu entre lumière, forme, structure qu'on retrouve ici. Donc libre, des formes très libres comparées à celles de Louis Kahn. Semaine prochaine, une autre manière de faire aussi une spiritualité dans une lumière beaucoup plus souple, beaucoup plus libre, on va dire, peut-être plus organique, moins maîtrisée directement, c'est lumière dans une synagogue de Frank Lloyd Wright.